Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation où on va parler beaucoup de PG, comme je l'ai dit ce matin au marché aux poissons, poison, vous devinez, et de toutes les features qui sont derrière et aussi pas mal de SQL. Tout d'abord, l'histoire de PG. En fait, Michael Stonebraker a créé un projet dans les années 70 qui a très bien marché, qui s'appelait Ingress. On le sait rarement, mais il y avait quelque chose avant Postgres. Ce projet était en prod, il tournait, il y avait pas mal de clients, mais il a décidé de retourner sur les bancs de la fac avec des étudiants très talentueux pour améliorer son produit. En fait, pour ajouter des choses qu'il manquait et qu'il avait vues du monde professionnel. Et en fait, ce projet a amené Postgres. Postgres pour Post Ingress. Donc vraiment la suite d'un projet, mais qui n'était pas, qui était vraiment un départ from scratch de la version précédente. En 95, comme vous le savez tous, on aimait bien mettre le numéro des années dans les noms des projets. Ça ne faisait pas sur année l'année suivante. Forcément, ils ont changé dès l'année qui suit. Et en plus, ils l'ont appelé PostgreSQL, parce que le SQL, à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose qui était assez nouveau, qu'ils souhaitaient mettre en avant comme une compatibilité forte. PostgreSQL V1. Mais le problème, c'est qu'il y avait eu quand même pas mal de versions précédentes. Donc, on est arrivé en 97 avec la V6. Oui, c'est le bordel au départ, mais depuis, ils se sont repris. Et depuis la V6, donc 97, le truc a un release cycle assez standard. Alors, pour me présenter, Kevin, Google Developer Expert sur la partie cloud et Kotlin, donc j'adore faire du back-end, fan d'automatisation dans GitLab et GitLab Hero, contributeur open source quand j'ai du temps, et je travaille chez Gradle. Gradle, beaucoup d'entre vous doivent le connaître pour le Build Tool, qui est un outil que j'adore, mais en vrai, moi, je travaille sur autre chose. Et chez Gradle, cette autre chose, c'est quasiment notre leitmotiv. C'est on veut rendre les développeurs plus heureux en fournissant des choses qui vont vous améliorer la vie. C'est ce qui fait que c'est bien de travailler chez Gradle au passage. Et en fait, chez nous, on met en avant, on a même écrit un livre blanc là-dessus, vous l'avez derrière ce QR code, sur la Developer Productivity Engineering. En fait, c'est les grands mots pour dire qu'on veut améliorer la développeur expérience. Et pour ça, on a un outil qui est dédié à ça. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas améliorer quelque chose si vous ne le mesurez pas. Et ça, on le sait en prod, avec tous les outils d'observabilité. Ben ça, de notre côté, on fait quelque chose compatible Gradle, Maven, Bazel pour analyser votre outil de build, vos tests. Est-ce que vos tests sont flaky? Est-ce que vous pouvez optimiser vos applications et vos builds en utilisant du cache, ce genre de choses, faire du test distribué? On fait énormément de choses dans cet outil. Il y a une version SaaS gratuite, scansgradle.com, que vous pouvez utiliser. Et derrière, vous pouvez aussi prendre ce projet si vous voulez sur vos projets professionnels. Mais dans ce projet, on utilise énormément de SQL et on va vraiment très bas dans le SQL. Le SQL, c'est un Structured Query Language. C'est l'un des rares langages, alors déjà c'est un langage de niveau 4, qui a une norme. Donc ça a un avantage et un défaut. Déjà une norme, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont décidées et d'autres qui vont suivre. Bon, par contre, c'est un défaut, c'est que quand on veut lire la norme, il faut aller payer pour récupérer la spec. Un petit peu chiant. Mais par contre, cette norme existe depuis longtemps. J'adore dire qu'il y a des personnes qui viennent en conf dans une époque où tout est hype pour parler d'un truc qui a été créé en 86. Cette norme est plus vieille que moi, et ça me fait plaisir de le dire. Donc c'est quand même pas mal. Et ça évolue beaucoup. Pour cette presse, j'ai travaillé sur la spec de 2016. Le Covid est passé au milieu, il devait sortir un truc dans les années 2020-2021. Finalement, ça a été retardé. Et forcément, puisque j'avais décidé de faire une presse sur le SQL, ils l'ont sorti il y a quelques semaines, le SQL 2023. Pas de gros chamboulements, mais par contre, ils amènent les notions de graphes dans le monde SQL, ce qui est pas mal. La syntaxe pique un peu les yeux, mais on va s'habituer un peu comme tout, et ça permet d'amener des nouvelles choses. Mais une chose importante dans le SQL, qui pour moi est quasiment la chose la plus importante pour démarrer, rappelez-vous de l'ordre d'interprétation des choses. Dans le SQL, il y a plein de mots-clés. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'on écrit select en premier que c'est lui qui va s'exécuter en premier. C'est un langage, encore une fois, de niveau 4. Ce que vous écrivez n'est pas ce qui va être exécuté. Ça va être interprété par un système pour être appliqué. Vous demandez quelque chose, l'implémentation va faire autre chose. Et il y a plein de mots-clés. Ce qui est important de se rappeler, d'une part, c'est l'ordre. Donc, si comme moi, vous n'avez aucune mémoire, vous mettez ça dans une liste quelque part et vous la consultez quand vous en avez besoin. Ce qui est important de se rappeler surtout, c'est qu'il y a deux types d'éléments. Le from et le join qui load de la data. C'est les seuls qui vont chercher de la data quelque part. Tous les autres ne vont faire que la modifier. L'agréger, la mapper, faire des reduce ou quoi que ce soit, ça revient quasiment au même que ces concepts fonctionnels, mais ce n'est pas plus que ça. Donc vraiment, on load de la data, on la transforme. C'est un pipeline de transformation de requête SQL.
Et petit avis perso, quand vous écrivez des requêtes SQL, on a tous vu ce genre de truc avec de l'uppercase partout, ça fait mal aux yeux. Moi, je me sens agressé quand je lis ça. Dans toute la presse, hormis le premier slide parce que je ne voulais pas spoiler, tout sera écrit en lowercase. On peut le faire. On n'est plus dans les années 80 où nos IDE étaient étaient très peu évolués, où l'uppercase était la norme pour ça. On écrit des trucs, ça marche très bien, ça fonctionne. Donc, ne vous en privez pas. Et puisqu'on doit faire une présentation sur du SQL, il faut choisir une bonne base de données SQL. Pour ça, j'ai choisi la Sakila Database. C'est une base de données qui a été développée par les personnes de chez MySQL et qui représente un domaine métier d'une franchise de vidéoclub. Autant vous dire qu'elle ne date pas d'hier. L'avantage, c'est qu'au moins, on peut jouer avec ce modèle-là, qui présente pas mal de données, plutôt que d'aller jouer avec notre modèle en prod, qui n'est peut-être pas adapté à ce que vous voulez faire. Dans ce modèle de données, il y a plusieurs choses. La partie média, les films, les catégories, les acteurs, intéressant. Et la partie business, les locations, le staff, les franchises et ce genre de choses. Donc c'est vraiment un modèle qui n'est pas optimal, mais qui va nous permettre de voir ce qu'on peut faire pour l'améliorer ou faire des requêtes avancées. Et la première requête et la première chose que je souhaiterais vous présenter, c'est les Common Table Expressions. C'est quelque chose qui n'est pas lié qu'à PG d'ailleurs, qui est à faire partie du standard SQL que PG essaye de suivre et qui va vous permettre de vraiment améliorer les choses. On a tous vu ce type de requêtes. Des requêtes imbriquées avec du code qu'on lit du milieu à droite et qui s'étend vers le haut. En fait, c'est comme en JS ou en Java avec des callbacks. On est obligé de lire le truc le plus à droite et remonter au fur et à mesure. Et ça en est juste illisible parce qu'on perd le contexte et on ne sait pas qui est mêlé à quoi. C'est comme si, en Java, je vous présentais ça. Ce bout de code, vous avez de la coloration syntaxique sur les parenthèses et pourtant, il est super dur de dire avec certitude que toutes les méthodes avaient la même signature. Ici, elles prennent toutes 2 integers. Mais entre ça et ça, on voit que c'est plus lisible, ce genre de choses. Et les Common Table Expressions, une des choses qu'elles vont vous permettre, c'est d'améliorer la lisibilité. Vous allez pouvoir sortir cette requête imbriquée et la déclarer à un autre endroit et la réutiliser dans votre requête finale. Donc au moins, comme ça, on a quelque chose et on sépare vraiment clairement les concepts qu'on veut utiliser. Et comme dans l'exemple Java, c'est important de nommer les choses. Quand vous créez une méthode, par exemple la méthode substring, vous l'utilisez, elle s'appelle substring. Là, vous allez pouvoir faire la même chose avec cette requête puisque vous allez la sortir et l'appeler d'une certaine manière. Et donc, on va lire la requête du bas, qui est la requête terminale, celle dont on veut avoir le résultat. Des fois, vous n'allez peut-être même pas regarder ce qui se trouve dans documentary runtels, comme vous ne regardez pas ce qui se trouve dans la méthode substrings. Vous voulez juste qu'elle le fasse. S'il y a un bug ou il y a un truc dont vous n'êtes pas sûr, vous allez regarder. Mais sinon, c'est juste un détail d'implémentation. Et donc ça permet de simplifier. On va généralement lire que la dernière partie. Et puisque, encore une fois, c'est un langage de niveau 4, ce n'est pas parce que vous écrivez un truc qu'il va s'exécuter d'une certaine manière. Dans les Common Table Expressions, si les 3 qui sont présentés sur ce slide ne partagent aucune variable entre elles, vous allez très bien pouvoir, PG surtout, va pouvoir les paralléliser. Donc, lancer les 3 en parallèle dans les mêmes transactions et faire son truc, et ensuite récupérer ces 3 résultats pour les présenter dans votre requête terminale. Ça marche assez bien. PG, il y a encore de la marge pour l'améliorer encore, mais c'est quelque chose qui, encore une fois, vous allez pouvoir en bénéficier de manière assez simple. Allez, autre super feature, les window functions. Je pense que c'est un des changements dans les 20 dernières années dans le monde SQL qui est le plus important. Ils ont rajouté une étape dans le pipeline de traitement des requêtes. Ça n'existait pas avant. Et si vous regardez où il est placé, c'est très intéressant. Il est après le where, qui est le premier après les from join, et donc après les group by, aggregate et having, qu'on utilise de moins en moins personnellement, mais il est avant le select. Donc ça veut dire que vous allez, au moment des window functions, avoir accès à l'ensemble des tables post-filtrage avec le where. Et ça, on va pouvoir faire des choses très avancées. On va commencer d'abord avec ce cas-là. J'ai ma liste de films et je veux voir le nombre de films qu'il y a par rating. Au format américain, le rating, c'est la notion de est-ce que j'ai le droit d'aller le voir en fonction de mon âge. Je vais faire un group by. Mais le problème, c'est que le group by, il est destructeur. C'est comme un reduce. En fait, ce qui se cache derrière 194 dans ce slide pour le PG, en fait, c'est juste un nombre. Je ne sais plus les lignes qui ont composé ce nombre. Je ne sais que
il n'y en a que 194. Si je veux savoir le nombre de films global par spécificité de mon modèle, chaque film a un rating et un seul, donc je fais la somme des movies, j'aurai 1000, ce qui correspond à ce que je veux. Mais en vrai, je suis obligé soit de faire 2 requêtes, soit d'utiliser une particularité de mon modèle et le calculer en mémoire. Donc ça, c'est pas top. Avec des window functions, on va pouvoir améliorer ça. La première, c'est filter. Filter va nous permettre de déclarer. Donc là, vous voyez que déjà, j'ai le count étoile as all, qui n'a rien à voir avec une window function, un truc standard. J'ai mes 1000 éléments sur ma première colonne. Et ensuite, je vais pouvoir faire un filter et mettre un prédicat avec un where. Ce where, c'est exactement le même que vous auriez écrit dans le where à la fin de votre requête. Rien de particulier. Vous le connaissez déjà, c'est juste qu'il se trouve à un autre endroit. Et je vais le faire en fonction du rating, PG, G, jusqu'au rated R. Et là, je vais pouvoir récupérer l'ensemble de mes valeurs, les mêmes que tout à l'heure. Alors, on voit que la table est un pivot, hein, elle a tourné, mais en vrai, je récupère qu'une seule ligne. J'ai toutes les informations, dont le all, en même temps, sans avoir eu besoin de faire un truc en mémoire. Et je peux aller plus loin. Avec un group by, ce serait beaucoup plus compliqué de faire des group by par la durée des films, parce qu'un film de plus de 180 minutes est aussi un film de plus de 30 minutes. Donc en vrai, avec un group by, c'est quasiment impossible de faire ça. Là, tous les films font plus de 30 minutes, mais par contre, il n'y en a que 39 qui font plus de 180 minutes. Et je ne suis pas limité à prendre des datas avec des prédicats qui sont les mêmes. Je peux très bien faire tout ce que j'ai fait pour le rating, tout ce que j'ai fait pour la durée, les avoir avec le all dans la même requête et récupérer tout ça en un seul round trip avec l'ADB. Donc j'y gagne en termes de perf, c'est beaucoup plus pratique et j'ai une requête qui est optimisée et optimisable par le système parce que lui-même va les loader qu'une seule fois. Une autre window function, lag et lead. Alors c'est un cas d'usage un peu particulier. Vous avez dans votre interface de gestion des locations, vous avez les films qui sont présentés. Et là, on voit que le film le plus loué, c'est Bucket Brotherhood. Vous voulez présenter cette location. Donc là, elle apparaît sur l'écran. Et généralement, on a un bouton Next pour voir qui l'a loué le coup d'après et un Prev pour qui l'a loué au coup précédent. Mais Next et Prev, c'est un peu simple. Moi, je voudrais potentiellement avoir le nom de la personne qui l'a loué après et le nom de la personne qui l'a loué avant pour avoir une information contextuelle et pas que Next et Prev. Ben, ça, on va pouvoir le faire avec lag et lead. Parce que comme je vous l'ai dit, vous avez accès à toutes les lignes post-where. Donc au final, avec lag et lead, vous le voyez dans la partie haute du slide ici, vous allez pouvoir lire la ligne précédente et la ligne suivante sur une partition. Ici, la partition, c'est la jaquette que la personne va louer. Et je vais pouvoir donc dire, bah tiens, ce film a été loué avant par tel autre et après par tel autre. Donc en fait, j'arrive à lire des lignes conjointes, contiguës, et présenter ça sur une seule ligne dans le résultat. Donc si je voulais faire ma UI avec mon bouton précédent et suivant, je requêterai qu'une seule ligne et je ne ferai pas 3 requêtes, j'en ferai qu'une seule. Et là, on le voit, vous avez la requête le résultat au format SQL, au format texte, pardon. Vous avez Loretta Carpenter qui loue le film. Elle est la première à l'avoir loué. La jaquette était toute neuve, donc il n'y a personne avant elle. Et derrière, il y a Willie Markham qui l'a récupéré. C'est le deuxième à l'avoir loué. Et la deuxième ligne, bah, ça commence par cette personne. Et on voit que la précédente personne, c'était bien Loretta Carpenter. Donc vous avez bien ce lien entre les deux. C'est juste que j'arrive à lire avec les window functions à plusieurs niveaux, sur plusieurs lignes. Et puisqu'on n'aime pas se répéter dans du code, bah, ce que vous voyez ici dans le hover, je peux l'extraire avec un nouveau mot-clé window pour pouvoir réutiliser cette window function. Donc ça m'est accessible et je peux aller à foison lire d'autres lignes. Une autre feature, c'est les ranks et les downs ranks. On va les utiliser pour voir comment ils fonctionnent. On a vu que c'était Bucket Brotherhood, le film le plus loué. Mais si j'ai envie de faire un podium de ces films les plus loués, comment je vais faire ? Bon, une requête assez simple, le nombre de locations par film, j'ai le même résultat que tout à l'heure. Et je vais intégrer ça dans une command table expression et je vais faire un rank and down rank. Et on va vouloir faire notre podium. Solution naïve, limite 4. Je veux les 4 premiers. Là, vous voyez que ça marche très bien pour le 1 et le 2. Ils sont bien les 1 et 2. Mais par contre, le 3e et 4e, déjà, ils sont ex aequo. Mais ils sont ex aequo aussi avec des choses qui sortent de cette limite. Donc en fait, ça va juste dépendre de comment la database a ordonné en mémoire, sur le disque et compagnie, les données, si vous n'avez pas mis un order by. Donc, c'est moyen. C'est généralement pas ce qu'on veut présenter. Et donc, on va pouvoir utiliser le rank et le down rank pour ça. Donc, le premier, c'est le rank. Le rank, ça va être l'idée de prendre cette ordonnancement. Mais par contre, on va avoir le bloc de tous les troisièmes.
Et donc, on va pouvoir dire, bon, bah, ça, c'est le podium, mais il y a un lot d'ex-aequo en troisième position. Par contre, celui qui est après les troisièmes est le énième de la liste. Donc ici, c'est le huitième. Parce qu'en fait, avant lui, il y en a 7 autres. Et le dance rank, lui, il ne sait faire que des buckets de position. Tous les premiers, tous les deuxièmes, tous les troisièmes, tous les quatrièmes. Donc grâce à ça, pour vous, vous allez pouvoir extraire des choses pour vos applications juste avec cet élément-là et vous n'avez pas à le faire en mémoire dans vos apps. Une autre window function, les row numbers. C'est celle que j'adore utiliser quand on veut nettoyer des databases. Et on peut l'utiliser pour plein d'autres choses au passage. Petit exemple, on va créer une table de films. Donc j'ai ma table originale et là je crée des films où je vais mettre des duplicats. Pour ça, je vais faire un insert où je vais loader tous les films et je vais faire un union all et je vais loader encore une fois tous les films. Alors pas tous, j'en prends que 40, mais je les prends dans un ordre random. Donc je ne sais pas ce que je vais avoir si ce n'est des duplicats dans la database. Il y en aura plusieurs. Je fais un select, j'ai bien 1040 films. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Par contre, si je fais un select comme ça, je vois que j'ai plusieurs fois adaptation holes. Le problème, c'est que si je fais un group by pour trouver quels sont les films qui apparaissent plusieurs fois, je vais perdre leur ID parce que je vais faire le group by par le title. Donc, quand vous voulez généralement dédupliquer des choses, vous voulez garder cette valeur d'ID. Et donc, le group by n'est pas une solution très, très pratique. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser le row number. Et comme la partition tout à l'heure sur les ranks et les autres avant même, on va dire sur une partition, la partition du titre. Donc row number va juste taguer en mettant 1, 2, 3, à chaque fois qu'il va voir le même titre. Et à chaque fois que le titre va changer, il va repartir de 0 et il va faire 1, 2, 3. Alors techniquement, ici, il ne fera pas 3 parce qu'il y aura au minimum 2, au maximum 2 duplicats. Donc là, vous voyez qu'Adaptation Hole, le deuxième, apparaît. Et tous les autres, ils ont juste 1 parce qu'ils apparaissent qu'une seule fois. Je mets ça dans une commande table expression. Encore une fois, je donne ça à manger à un delete avec le critère qui, si c'est un nombre de duplicats qui est supérieur à 1, tu vires les données. Derrière, j'ai bien retiré 40 éléments. Donc, j'ai réussi à taguer quelque chose très facilement pour retirer de la data. C'est très pratique. Un cas d'usage avec le join latéral. Le join latéral, c'est une feature, à chaque fois que je l'utilise, je suis content parce que j'arrive à utiliser un truc avancé comme ça. C'est l'idée de, pour chaque film, j'aimerais avoir les 3 dernières locations. Ce n'est pas un truc super compliqué à faire. Et d'ailleurs, on peut le coder avec un row number qu'on vient de voir. Je prends tous les films, je prends donc toutes les locations de ces films, je les tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et derrière, je filtre. Et je garde que les 3 dernières. Ok, ça marche. Ça veut dire que dans le système, on a loadé toute la DB, tout tagué et refiltré derrière. Un petit peu dur quand même comme traitement avec une commande table expression et compagnie. Donc ça, que j'ai oublié de vous montrer. Donc ça donnerait ça. Donc c'est un petit peu dommage de brasser autant de data. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, et c'est le point de départ de la feature, pour chaque film, je voudrais avoir les 3 derniers. Ça, c'est le join latéral. Et respectivement ici, le left join latéral. Je vais sélectionner tous mes films. OK. Et généralement, quand on fait une jointure avec une table qui existe. Là, en fait, on va le faire avec une requête. Et cette requête, en fait, elle a accès à la ligne de gauche de la table film. Donc en fait, pour chaque ligne de la table film, on va avoir une requête, la requête qui se trouve imbriquée, on va avoir cette requête qui va être exécutée. Donc ça veut dire, on load moins de data, mais par contre, on exécute plus de requêtes. Ça, c'est un choix à avoir en fonction de votre modèle de données et des performances que vous avez, bien sûr. Et donc, je vais pouvoir exécuter ça, et on voit que ce limite 3 me permet de faire le travail que le row number faisait avec un filtre a posteriori. Ici, je ne vais loader que le nécessaire. Et derrière, le résultat est exactement le même. Donc, plusieurs manières d'atteindre la même chose, mais par contre, les performances seront différentes. Allez, une autre feature qui, en tant qu'ingénieur, je pense que j'ai toujours mal fait, c'est la pagination. En fait, la pagination, on a une approche qui est toujours très pragmatique en se disant c'est quoi une page? C'est un ensemble d'éléments à partir d'un ensemble donné. Ma page fait 5 éléments, par exemple. Je veux la page numéro 5. Mathématiques de base, 5 x 5, 25, je prends entre 25 et 30. Ok, c'est une approche extrêmement pragmatique, mais qui a un défaut. Un utilisateur, il se fout littéralement de la page 48. Il ne veut pas la loader, la page 48. Généralement, les utilisateurs, ils veulent plus quelque chose qui est prev, next, first et last. Loader la page 48, ça a vraiment des
problèmes, et pas que 48 hein, d'ailleurs, mais ça amène des problèmes de perf à plein de niveaux. Là, si je le fais, on voit que la seule chose qui change, c'est l'offset, où je décale les éléments. Mais on l'a vu hein, dans les étapes d'interprétation du SQL. Le limit et l'offset, ils arrivent très tard. Ça veut dire qu'on est obligé de faire des orders, de loader toutes les datas, et ensuite de les filtrer avec des limites à la toute fin. Et ça, c'est pas très pertinent, et donc en plus, fonctionnellement, c'est pas très utile. Donc ce qu'on va utiliser, on appelle ça généralement du keyset ou du seek dans le monde SQL. Pour le simplifier, ça va être juste des comparaisons de tuples. Au lieu de faire et de dire « je veux à partir du 26e jusqu'au 30e inclus », vous allez dire « je veux à partir de tel élément de ma DB ». Donc en fait, et c'est ce que vous avez quand vous naviguez les historiques de commit dans Git, sur GitHub ou GitLab, il vous load, ou les loadings infinis sur beaucoup d'applications. Il dit « là, charge-moi les n suivants à partir de l'ID du dernier truc que vous avez vu. » Ben, c'est exactement ça. Le dernier truc que j'ai vu, c'est ce qui est dans ce tuple. C'est les données que le front va m'envoyer. Je vais les utiliser pour faire des comparaisons avec le truc de droite. Et vu que le where apparaît très tôt dans le pipeline, eh ben, il peut retirer beaucoup de data très vite et donc améliorer les perfs. C'est quasiment linéaire quand l'autre a une exponentialité extrêmement forte. Donc vraiment, c'est mieux pour vos users, c'est mieux pour vos apps et vous avez quelque chose qui marche avec des volumes qui grossissent. Allez, on descend encore. On va maintenant jouer avec des trucs liés au type dans PG. Le serial. Et le serial, je l'ai un peu spoilé, c'est quelque chose que je n'aime pas. Tous les exemples de cette presse sont faits avec des serials parce que c'est court à écrire et que tout le monde les connaît. C'est dans la doc et dans l'aspect de départ. Le serial, vous le déclarez comme ça, vous avez un serial primary key, et derrière, vous faites un insert. Petite digression, quand vous faites des inserts, utilisez la clause returning avec PG. Vous pouvez récupérer ce que vous venez d'insérer, dont des données, quand vous générez une date ou qu'il y a un ID, vous allez le récupérer directement. Donc le résultat va vous être donné comme si ça avait été sélectionné juste après. Mais par contre, l'effet de bord d'un serial, c'est que ça va créer une séquence. La séquence, il faut voir ça au niveau du code comme un objet global dans PG qui contient cette valeur de quelle est la dernière valeur qui a été insérée, qui a été utilisée. Donc, elle porte l'ID à ce moment-là. Donc déjà, variable globale, j'ai un frisson. Quand en plus, on peut se dire que PG peut être un système distribué avec potentiellement plusieurs instances, il y a même des distributions qui savent distribuer les lectures et écritures, c'est-à-dire que cet état global, il faut qu'il soit distribué. État global distribué dans un système, désolé, c'est des codes SMEL vraiment importants. Moi, je préfère utiliser des choses qui vont enlever ces états globaux pour pouvoir travailler de meilleure manière. Les UID sont une solution, ne me tombez pas dessus, les UID ont des défauts, c'est clair. Il y a d'autres types de UID à utiliser, choisissez les bons. Pour cette présentation, j'ai choisi les UID, c'est les plus simples à mettre en œuvre. Mais ils ont le défaut de consommer un petit peu de stockage. Donc là, on va activer UID OSSP, qui est juste une extension built-in dans la majorité des distributions de Postgre. Je crée ma table, mais cette fois-ci avec un type UID Generate V4. Mon insert, c'est exactement le même, aucun changement. Mon résultat, lui, il a un peu plus de bytes parce que il y a les UID. Mais par contre, j'ai perdu l'état global. Vous voyez, il n'est plus là. Il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, la DB a utilisé sa source d'entropie, donc la génération d'aléatoires, pour générer ces UID pour vous. Il y a littéralement plus de chances que votre équipe de dev entière, en sortant le soir du taf, prenne la foudre et meure, que 2 UID clashent dans votre système, si votre entropie est bien configurée, bien sûr. Donc vraiment, vous pouvez utiliser ce genre de choses. Mais si on peut générer l'entropie au niveau de la DB, on peut la générer aussi au niveau de l'app. Donc en fait, vous pouvez, plutôt que de faire un returning, utiliser un insert qui contient les UID, et les UID auront été faits au niveau de votre application. C'est pas plus mal, et au moins ça met la responsabilité de cette génération-là au niveau de votre application. En termes de testing et compagnie, ça peut même être encore mieux. Donc perso, n'hésitez pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a simplifié la vie. Ça améliore même les UID ou type d'ID en termes de sécurité. On ne va plus pouvoir énumérer votre database parce qu'on connaît les ID et on va pouvoir aller taper sur l'ID du suivant. Et ça améliore pas mal de choses. Allez, on descend encore. Les contraintes maintenant. Les contraintes dans les modèles. En tout cas, moi, j'essaye d'en mettre pas mal parce que c'est pas parce que mon code protège ma database avec des règles métiers que je veux pas que ces règles apparaissent aussi au niveau de la BDD. Parce que j'ai pas envie de faire du nettoyage, donc 2 protections, c'est pas plus mal.
Dans les films, pardon, on a plusieurs types d'ID. Là, je l'avais utilisé jusqu'à présent sur le titre ou des céréales. Mais en fait, il y a un identifiant unique qui est l'ISAN. C'est l'équivalent de l'ISBN pour des films. C'est un format un peu violent qui ressemble à ça. J'ai créé un check, une contrainte ici, qui va vérifier que cet ISAN match. Vous voyez déjà, digression encore, j'utilise un opérateur tilde étoile plutôt que le like avec les pourcents, parce que c'est chiant et ça ne supporte pas beaucoup de choses. Ici, je peux utiliser une regex POSIX. Alors, le étoile ou sans le étoile, c'est juste être case sensitive ou pas. Mais ça permet d'avoir des regex POSIX standards que vous connaissez, que vous utilisez dans votre code, généralement Java, et que vous allez pouvoir quasiment reporter un pour un dans la DB. Donc, c'est pas plus mal. Et derrière, puisque c'est un identifiant, je vais pouvoir dire qu'il y a une unicité dessus. Et quel est l'avantage de ça? C'est que déjà, quand vous allez faire un insert et que ce truc ne va pas respecter le format ISAN, là j'ai juste bêtement mis un UID, j'ai une erreur parlante. Ça me permet de savoir pourquoi ça a pété. En prod, le gain de temps quand j'ai une erreur comme ça est juste faramineux, plutôt qu'avoir un truc tout typé string avec des erreurs de l'espace. Moi, je veux pas. Je veux avoir un truc qui me parle parce que je suis bête et j'ai envie de suivre ce que me dit le système. Et ensuite, là, j'en insère deux. Le premier, il marche. Le deuxième, je le réinsère. J'ai encore une fois ma condition et ma contrainte d'unicité qui pète et qui me dit attention, tu as fait un truc qui n'est pas autorisé. Donc, c'est vraiment là pour protéger votre modèle, protéger vos datas. Mais ça, cet ISAN, si je l'ai et je dois le partager entre plusieurs tables, je vais me retrouver dans une condition où cette logique-là, elle va potentiellement être dupliquée. Et on n'aime pas dupliquer les choses dans notre code. Et en vrai, c'est ça qui a poussé la création de Postgres, la création de types et à l'amélioration du typage par rapport à un truc full string. Donc là, j'ai créé le type ISAN, qui est un type, je n'ai aucune imagination encore une fois, j'ai numéroté les noms des blocs par rapport à la spec. Et un domaine, c'est juste un rapport autour d'un type, pour faire simple, qui va mettre un check lors de la création. Là, j'ai tout pour utiliser mon nouvel élément. Le type peut être créé avec les 2.2 ISAN. J'ai créé la structure en mémoire qui permet de représenter l'objet que je veux. J'ai, entre guillemets, gagné. En aucun cas, ça c'est présentable à un user, mais j'ai toutes les primitives nécessaires pour travailler avec. Si je crée quelque chose qui n'est pas valide avec le premier bloc annule, ça va péter et ça me dira que ça pète parce que je ne respecte pas la condition qui va bien. Jusque-là, je suis safe. Et derrière, vous allez pouvoir être idiomatique PG et créer tout plein de fonctions qui ressemblent à ça. Text to ISAN, ISAN to text, des exceptions d'ISAN, des égalités ou non sur les ISAN. Et écrire ces trucs tout moches avec des fonctions qui prennent en paramètre des trucs qui s'exécutent avec des fonctions. En fait, les types sont importants, parce que ça c'est vraiment moche. Les types sont importants à partir du moment où vous les utilisez avec des opérateurs. Dans PG, vous avez la capacité de créer des opérateurs avec des procédures ou des fonctions que vous allez pouvoir déclarer, type à gauche, type à droite, comme vous le voyez en haut, et vous allez donc créer l'opérateur égal ou l'opérateur différent et pouvoir utiliser ce genre de requête. Donc encore une fois, quand ça va s'exécuter et que ça va péter, vous allez voir un truc qui est clean, simple à lire et compréhensible, et pas du full string. J'ai tellement travaillé sur des DB full string, ça faisait juste mal alors qu'on sait qu'on peut utiliser ce genre de choses. Donc là, vraiment, c'est la puissance du typage, c'est d'utiliser les types avec les opérateurs. Et c'est juste la vie. Vraiment, si vous devez retenir une chose, amusez-vous avec ces types-là, ça améliorera vos requêtes à n'en pas douter. Allez, on redescend sur une partie des inserts et des conflits, parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai de la gestion des conflits et des erreurs, et j'aimerais potentiellement m'en passer ou faire des choses particulières. Avec les conflits, alors là, je suis descendu sur les titres seulement, j'ai plus les ISAN, je vais mettre une contrainte d'unicité. Alors, ça pourrait être une contrainte d'unicité ou un check, peu importe. Ici, contrainte d'unicité sur le title. Si je fais un insert dans ma table, donc là, ici, j'ai 2 films dans ma table. Si je fais un insert et que j'ai déjà des choses, imaginez un batch, je ne veux pas le stopper à la moitié et qu'il y ait un énorme rollback. Je veux potentiellement gérer des cas en fonction de cet insert. Je vais pouvoir le faire. Avec, là, vous le voyez, l'insert de départ, il est assez basique. Et ce que j'ai mis en gras, je vais pouvoir dire que sur un update, quand la contrainte machin que j'ai définie avant est déclenchée, tu vas faire ici un do update. Et cet update, c'est vraiment un update. Vous allez faire un set d'une valeur comme si vous updatiez la ligne qui était en conflit. Donc le système va vous permettre de gérer les cas. Ici, les 2 premiers films insert
vont voir leur date changer par rapport à ce qui est dans l'insert parce que ça passe dans la seconde branche. Le troisième, lui, est inséré tel quel parce qu'il n'y avait pas de conflit. La grosse limite de cette syntaxe, c'est qu'elle n'accepte qu'une seule clause de onConflict. Donc vous ne pouvez pas avoir 12 onConflict consécutivement. Et en fait, ça, c'est parce que dans la spec SQL, maintenant, on a la notion de merge. Et le merge alors, est arrivé très récemment dans PG, ça se date de 2016 pour la spec, c'est arrivé dans PG 15, donc l'année dernière, et ça va vous permettre d'aller plus loin qu'avec les onConflict. Prenons un cas d'usage, une feature. J'ai ma liste de films, de films qui sont dans mon catalogue. Et dedans, j'ai des champs particuliers, le rating comme on l'a vu tout à l'heure, et aussi le nombre de fois qu'un film a été demandé pour être rajouté au catalogue. Quand je dis ça, ça induit qu'il y a une deuxième table, qui est la liste des films que les clients vont pouvoir dire « je veux le voir rajouté au catalogue ». Et les gens vont juste demander n'importe quel film. Donc, on a ce modèle-là. L'idée, on va insérer donc les choses. Ici, on a dans nos listes requêtées quelques films, les habituels depuis tout à l'heure, et on en a un just for demo et un autre qui est un peu trop violent avec un rated R. Ok, ça c'est les films demandés par les clients. Et derrière, j'ai ma liste de films qui existent déjà. Donc là, j'en ai pas beaucoup, je risque de faire faillite si je peux louer que 2 films. Et on voit que sur les 4 demandés, il n'y en a vraiment que 2. L'idée du merge, ça va vraiment être de présenter les datas l'une face à l'autre, avec cette syntaxe. On va se concentrer sur la première partie. Merge into film. Donc ça veut dire qu'on va mettre dans la table film. Et en fait, using, on va utiliser pour la notion de merge ce qu'on sait faire en SQL depuis des années, des jointures. En fait, on va joindre la table film avec d'autres choses qui sont déclarées dans le using. Là, c'est une seule table, requested film, ça pourrait être 12 tables, vous faites le chemin que vous voulez. En fait, l'idée, c'est vraiment de mettre face à face la data, et quand ça va matcher, on va faire quelque chose. Et quand ça ne va pas matcher, on va faire autre chose. Donc, la data qui est à gauche ici va être mise en relation avec la data qui est à droite. Si le titre match, je fais quelque chose. Sinon, autre chose. Et c'est autre chose, c'est celui-ci. Donc là, attention, les prédicats sont ordonnés. C'est comme si vous mettez un if true return dans votre code, vous êtes sûr que tout ce qui se passe après ne s'exécutera jamais. C'est pareil ici. Quand il y a un when qui va prendre tout, when true, au final, ça se exécutera tout le temps. Donc ici, when matched, ça veut dire que la jointure a marché. J'ai un truc dans ma table de départ et dans ma table d'arrivée qui ont le même titre. Ok, qu'est-ce que tu fais? Un update. Donc je fais juste un +1 sur la valeur du nombre de fois où ça a été demandé. Quand le film n'a pas matché et que son rated est R, le film est trop violent, je ne fais rien. Do nothing. Et quand il match, vu qu'il y a le cas d'avant, ça veut dire que c'est tous les autres types de rating. Quand il a matché et qu'on est arrivé à ce niveau-là, tu vas faire un insert et tu mets la valeur à 1 pour le nombre de fois où il a été demandé. Donc grâce à ça, on va pouvoir gérer plein de cas, plein de notions de conflit de manière extrêmement avancée, et c'est dispo dans PG15. Le résultat, on fait notre select, on a nos datas et on voit que le film trop violent n'a juste pas été inséré. Les autres ont été incrémentés ou insérés de 1. Allez, feature encore une fois, on va descendre dans la stack avec le Listen et Notify. Listen et Notify, c'est une manière pour moi de vous montrer que dans PG, vous avez quasiment un broker MQTT light, extrêmement light, on ne va pas s'avancer, qui permet de faire du messaging avec vos apps. Sans détailler ce trigger, ne le mettez pas en prod, ce n'est pas des choses à faire. Ce trigger, il a juste volonté de, à chaque fois qu'on va faire un insert sur une table, il va prendre la valeur qui a été insérée, il va la sérialiser en JSON et l'envoyer dans une file de messages. Quand je dis une file de messages, ce n'est pas une table spécifique dans PG, c'est juste un concept de PG. Donc, à chaque insertion, ça passe. Donc, cas d'utilisation, un client vient et s'inscrit, fait un listen, listen c'est un mot-clé ici, sur film.add. Quelqu'un d'autre, une autre application, va insérer les films et celui qui avait fait le listen va recevoir, et c'est du push, ce n'est pas du pull toutes les X secondes. Il y aura du push qui va être fait depuis la DB vers l'app pour lui donner tous les éléments. Donc la best practice, normalement, c'est d'envoyer que l'ID parce que la taille de ce truc-là est limitée, donc on essaye de ne pas faire grossir la communication à ce moment-là. C'est du best effort. Si votre appli perd la connexion, si votre appli n'était pas connectée au moment des trucs, vous loupez les messages.
C'est juste comme ça. C'est by design. Ils ne veulent pas concurrencer un Kafka style. Donc ça veut dire que dans vos applis, prévoyez le cas. Avant de faire le listen, vous allez lire la DB, vous allez prendre les datas que vous voulez et ensuite vous inscrire en listen pour voir les nouveautés depuis que vous venez de faire votre requête. C'est le meilleur pattern. Autre feature, et celle-ci je l'ai utilisée en prod pendant des plombes et ça a été juste marrant, avec les L-Tree. Je suis fan d'L-Tree, mais aussi de la saga Terminator. La saga Terminator, pour moi, Terminator 2 est juste le meilleur film d'action qui ait jamais été fait. Merci James Cameron. Mais maintenant, cette licence, elle a un autre avantage pour moi, pour la présentation en plus. Elle n'est plus linéaire. Ça veut dire que Terminator, jusqu'à la fin des années, vers 2008-2009, je crois, il y a eu 4 films. 1, 2, 3, 4, jusqu'à Terminator Salvation. Et ensuite, ils se sont dit, on va faire, c'est des fausses bonnes idées, des soft reboots. Ils ont fait Genesis, qui n'a pas marché, qui était la suite du 1, mais donc qui faisait fi du 2. Et ensuite, il y a eu Dark Fate, qui lui s'en foutait de Genesis, et qui en plus repartait du 2, donc s'en foutait du 3 et du 4. Vous voyez, c'est un arbre, ce truc, avec la racine qui est le film 1, et tous les autres qui sont des feuilles ou des nœuds intermédiaires. Avec le L-Tree, on va pouvoir présenter ça. Le type L-Tree, comme tout, et lui a dit tout à l'heure, c'est derrière une extension. Vous l'activez, et derrière, vous allez avoir le type L-Tree et des opérateurs qui vont avec. Et donc moi j'ai choisi d'utiliser les ID pour représenter le tree, qui est juste une string en fait, mais c'est à vous de mettre les informations nécessaires dedans, et le séparateur c'est le point. Donc on le voit, le 1, c'est le chemin entre la racine et l'objet sur lequel je suis. Pour le 1 c'est la même chose, donc c'est 1. Pour le 2 c'est 1.2, le 3, 1, 2, 3, 3 le 4, 1, 2, 3, 4. Le 5, c'est 1, 5, et le 6, c'est 1, 2, 6. Donc on voit comment organiser les datas à ce niveau-là. Et moi, si je veux louer le film 6, quels sont les films qu'il faut que j'ai vus avant? Ça peut être intéressant comme cas d'usage. Là, avec une commentable expression, je vais sélectionner le film 6, rien de particulier, et ensuite, je vais faire ce que vous voyez dans la partie basse, avec cet opérateur @chevron, qui en fait est juste une manière de dire que le truc qui est à gauche est un ancêtre du truc qui est à droite. Nommez bien vos opérateurs, parce que des fois, @chevron, c'est pas forcément très clair. Mais ça permet donc d'avoir ce fonctionnement-là. Et donc, on voit que 1 est bien un ancêtre de 1, 2, 6. 2, donc c'est 1, 2 est bien un ancêtre de 1, 2, 6. 1, 2, 3 n'est pas un ancêtre de 1, 2, 6. Et comme ça, jusqu'à la fin. Et 1, 2, 6 est un ancêtre de lui-même. Donc oui, ça passe. Et là, je sais tous les films que je voulais voir. Mais par contre, j'ai mis ça en prod, ça a marché, et ça marche toujours, c'est toujours en prod, du tonnerre. Et je me suis rendu compte quelques mois après que j'aurais pu coder ça sans même utiliser des L-Tree. Parce que dans le SQL, on a tout pour le faire. Donc là, j'aurais créé une clé étrangère qui n'est pas si étrangère que ça, puisque c'est l'ID de la table elle-même. Et donc, au lieu de stocker le chemin complet entre la racine et l'autre, j'aurais seulement stocké le previous de mon élément. Et en fait, ce que je vais faire, c'est, attention les yeux, une commentable expression avec un with récursif. Donc, comme toute récursivité, il y a besoin de lancer le flow. Pour lancer le flow, c'est la partie hot de cette requête, c'est la sélection du film 6. Et en fait, ça va rentrer dans un tuyau, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle valeur qui va passer, ça va prendre le previous de celui qui vient de passer. Donc le 6, son previous, c'est le 2. Ça récupère le 2, son previous, c'est le 1. Le 1, son previous, c'est nul. Ça arrête la récursivité. Donc avec ça, vous avez un truc qui est standard SQL, qui vous permet de faire des requêtes extrêmement avancées, extrêmement performantes. Vous n'avez pas la chance d'avoir tous les opérateurs que le L-Tree peut avoir, mais ça marche. Mais par contre, moi, à chaque fois que je code ce genre de choses, je suis dans cet état-là, parce que c'est les with récursifs, c'est fait un peu mal à la tête. Mais ça marche très bien. Allez, maintenant on va descendre vraiment dans les couches basses, les Foreign Data Wrapper. C'est une super feature, assez peu connue malheureusement dans le monde de PG. C'est l'idée de récupérer de la data qui ne se trouve pas dans PG. Là, Hello World du Foreign Data Wrapper, on va faire ça avec des files. Je crée mon Foreign Data Wrapper et je l'instancie, c'est à partir du départ. Et ensuite, je vais créer une table, mais qui est une Foreign Table ici. Et dans sa définition, je vais dire, tu te mappes sur le fichier etc password, je te donne quelques paramètres, le délimiteur, les valeurs nulles, et ce genre de choses, et tu gères. Vous n'avez plus à faire des sed et des insert dans des DB pour générer de la data qui n'est pas au format SQL. Si elle est structurée, vous allez pouvoir la loader avec un file data wrapper. Résultat, je peux faire un select étoile sur mon fichier password, qui est là la foreign data table, la foreign table, pardon, et je mets un where standard SQL, rien de particulier. Et je peux récupérer tous les users qui ont bash comme shell par défaut. Puisque tout est fiché sur Linux, je peux exécuter aussi
Ça, avec un programme, en termes de sécu, c'est pas top, mais ça permet de faire le taf si vous voulez extraire des métriques de votre BDD, par exemple, via une table. Ça peut être pratique. Et donc là, bah pareil, j'ai fait un scan de tout le file system et j'ai pris tous les fichiers qui sont RWX pour tous. Donc, encore une fois, une requête SQL standard, simple, mais qui me permet de récupérer de la data. Mais le file system, c'est un peu limitant, surtout quand vous avez un PG distribué, vous ne savez peut-être même pas où la requête va s'exécuter. Donc, il y a des foreign data wrappers qui vous permettent d'aller choper de la data beaucoup plus loin que le file system. L'exemple de départ, bah, quoi de mieux qu'un PG pour se connecter à un autre PG? Vous avez deux, et je ne parle pas de clustering, hein. Je parle vraiment de deux instances qui vivent leur vie chacune de leur côté. Et bien là, on va pouvoir le faire avec le Postgres Foreign Data Wrapper. On va juste définir un petit peu d'impersonnation entre un user d'un côté et un user de l'autre, standard hein, dans les systèmes d'authentification. Et je vais créer ma table, ma table étrangère. Et ici, elle va se connecter à ma Sakila database et créer la table des films remote avec d'ailleurs que les champs dont j'ai besoin. C'est mieux pour les perfs. Et je vais pouvoir faire des requêtes comme si elle était locale et faire des jointures avec des tables locales avec ces trucs qui sont distants. Or, vous ne rêvez pas en termes de perf, on y perd par rapport à du full local parce que les métriques et les informations d'optimisation ne sont pas partagées entre toutes les instances. Vous avez même des foreign data wrappers basés sur JDBC, donc vous pouvez aller vers d'autres types de databases au passage, c'est bien pour les migrations. Donc vous imaginez bien que ça marche, mais vous n'allez pas avoir des super perfs. Mais je préfère ne pas avoir des super perfs et pouvoir faire un truc infini au niveau du SQL, plutôt que de devoir redévelopper la totalité des features dans une application de haut niveau, par exemple pour du Stripe. Vous avez besoin de récupérer des choses dans l'API de Stripe pour récupérer de la data et la merger ou la présenter avec des choses de votre business. Et bien ça, vous n'allez pas avoir à le faire là. Vous allez pouvoir même le faire au niveau de PG, parce que Stripe met à disposition un Foreign Data Wrapper qui va taper sur l'API de Stripe, et d'ailleurs vous pouvez développer le vote si vous voulez, qui va taper sur l'API de Stripe et vous mettre à disposition des remote tables directement pour vous dans votre modèle. Donc vraiment, pour faire de l'analyse, c'est surperformant. C'est vraiment génial. Allez, on avance et on va conclure cette présentation sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Sur la partie ne pas faire, c'est que des retours de prod. J'ai morflé, j'ai dû migrer des modèles à cause de ça, donc vraiment, là, c'est du concret. N'utilisez pas l'opérateur not-in. On est développeur et on a tendance à penser que faire de l'ensembliste et des not-in, ça marche. Oui, en dev, en local, en test, ça marche bien. Dès que vous avez des volumétries un peu importantes, ça pète. Parce que le not-in, vous êtes obligé de loader tellement de choses et de faire de la lecture à beaucoup trop de niveaux, ce n'est pas performant. Majorité des cas, j'ai tendance à dire que si not-in est utilisé, c'est que votre modèle de DB ne résout pas le problème que vous voulez attaquer. Et on a malheureusement tendance à faire des modèles de DB qui ressemblent au monde réel, mais qui n'essayent pas de solver le problème réel. Et des fois, c'est sur de la duplication ou ce genre de choses, on a le droit de faire ça. Et not-in en est un bon exemple de on a appliqué le monde réel à notre modèle de BDD et après on essaye de se débrouiller avec du not-in. Donc, franchement, je vous le déconseille. Ensuite, l'héritage. Ça existe dans PG. On a une notion d'héritage qui est sortie dans le début des années 2000, au moment où Java arrivait et était hype et amenait cet héritage. Et ils se sont dit c'était une bonne idée. Bah non, l'héritage on sait, hein, dès qu'on se retrouve avec 2-3 niveaux d'héritage, c'est juste illisible, immaintenable, avec des trucs avec du potentiel multi-héritage et compagnie. Non. L'héritage est legacy dans PG, il existe encore, ça s'appelle de la rétrocompatibilité, ne l'utilisez pas. Et d'ailleurs, il y a plein de super features de PG qui ne sont pas compatibles si vos tables font de l'héritage. Et dernier élément, les timestamps. J'ai travaillé sur une appli où on s'était dit qu'on allait gérer le problème des timestamps en faisant du réalignement sur le 1er janvier 78 TC dans l'app. Fausse bonne idée, on s'est tout tapé nous-mêmes, c'est juste immaintenable. En fait, n'utilisez pas le timestamp, utilisez timestamp with timezone et stockez la timezone avec. Et résultat, PG vous permettra de faire des comparaisons propres sans avoir à faire du réalignement. Les timezones et le temps est une chose trop chiante à gérer. Laissez-le gérer à un truc qui sait le faire pour nous. Donc vraiment, timestamp, on oublie, on fait du timestamp with timezone.
Maintenant, on passe sur les choses intéressantes et la partie feel good, les choses à utiliser en plus que je n'ai pas pu présenter dans le temps imparti. Le full text. Vous voulez faire du full text dans votre appli, pas la peine de loader une librairie de plus ou de prendre même de l'infra en plus pour faire de l'indexation full text. Vous l'avez déjà dans PG, c'est le fameux Pareto 80-20. Dans 80% des cas, ça vous suffira. Vous avez déjà un PG, vous l'utilisez, ça marche super bien. Vous voulez faire du géospatial, vérifier qu'un point se trouve dans une zone, dans un géomapping. PostGIS, c'est juste, à travers tous les produits qui existent aujourd'hui, la meilleure extension pour faire du géospatial. Ça défonce tout. En termes de perf, c'est juste la vie. Vraiment, allez-y, c'est la meilleure solution. Vous voulez stocker du non structuré, tout en gardant les notions de transaction, l'acidité et tout ce qui fait qu'un modèle de données PG et compagnie marche. Utilisez les JSON-B. Vous allez avoir une tonne d'opérateurs, vous allez pouvoir créer des index là-dessus, vous n'allez pas besoin d'avoir à maintenir un Mongo en prod juste pour stocker du non structuré. Vraiment, vous allez être beaucoup plus safe avec ça. Et ensuite, vous pouvez aussi utiliser des choses. Moi, je n'aimais pas créer des applications passe-plat entre mon code et une UI en REST. Utilisez des produits comme PostgREST ou GraphGIS qui vont exposer votre appli, votre modèle, à l'extérieur avec une API REST basée sur des conventions, donc qui va faire vous implémenter le search et compagnie automatiquement, et donc vous n'avez pas besoin de coder des centaines de lignes dans un framework intermédiaire. Vous utilisez ça, ça marche, et vous pouvez vous focuser sur quelque chose de plus important. Et ça, je les vois très souvent tourner en sidecar conteneur à côté d'un PG, et pour exposer la data, donc c'est la meilleure des choses pour moi. Et pour finir, PG, on peut le faire tourner partout. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. D'un Raspberry Pi, où vous allez détruire la carte SD, parce qu'à force de stocker dessus, vous allez atteindre le nombre de cycles d'écriture. Mais un PG, ça marche, dépend de vos volumes aussi. Mais vous allez pouvoir l'utiliser dans le cloud ou dans des infrastructures typées Kubernetes. Si j'ai un conseil, Cloud Native PG, c'est la meilleure distrib PG qui a compris le modèle des CRD de Kubernetes et qui comprend comment fonctionne PG. Donc, il n'essaye pas de trop en faire niveau cube et pas de trop en faire niveau PG. Donc, il marche super bien. Les évolutions et les mises à jour sont top. Je recommande. Si vous voulez quelque chose où vous avez du PG avec du stockage distribué, Yugabyte. C'est une excellente distribution de PG qui vous permet de faire ça at scale. Et la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est ne maintenez pas votre PG vous-même. Hostez-le chez quelqu'un d'autre. Cloud SQL avec AlloyDB a une version distribuée. Crunchy, Ivan, Clevercloud, ils vous fournissent des PG qu'ils managent, qu'ils upgrade avec des informations et des statistiques, qui gèrent et testent les backups. Donc franchement, ne prenez pas cette lourdeur de votre côté. Vous êtes dev, concentrez-vous sur le dev et faites-le manager par les autres. Et tout ça, toute cette présentation, en fait, c'est pour vous dire que PG est vraiment un outil exceptionnel qui va vous aider dans votre taf et essayez de penser PG first en mettant les problèmes dans les requêtes parce que ce modèle est beaucoup plus efficace, il est fait pour ça plutôt que de devoir recoder des dizaines et centaines de lignes, même avec la JVM qui est très performante. PG a des possibilités infinies, plein de nouvelles choses, ils essayent de rattraper l'aspect, donc là avec 2023, un jour on aura les graphes qui arriveront directement dans PG et les Foreign Data Wrappers vous permettent d'utiliser ça en plus avec des systèmes externes. Donc vraiment, profitez-en. Merci, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et si vous avez des questions, je suis tout oui, merci. Micro, s'il y a des questions. Hop. Alors, je sais que je suis la dernière étape avant le repas, donc je ne vous en voudrais pas s'il y a moins de questions. Quelqu'un qui n'a pas faim. Les slides seront fournis, Twitter, Mastodon, Blue Sky, vous avez tout, oui, ils le seront. Merci beaucoup. Et ça a été enregistré, donc tu peux la regarder au ralenti. En ce qui concerne les UUID, ouais. Donc dans le code, dans l'exemple que tu montrais, c'était des UUID générés random. Ouais. Et en fait, j'ai cru comprendre que ça a posé des problèmes d'indexation au niveau du cache. Enfin, c'est un peu technique, mais tout à fait. C'est mieux quand on a beaucoup d'insertions à faire dans une table. C'est mieux d'avoir des numéros séquentiels.
Exactement. Et je sais qu'il y a des extensions qui permettent de générer des UUID, mais en faisant en sorte que sur une fenêtre temporelle de quelques millisecondes, ça reste séquentiel. Tout à Et fait. est-ce que tu recommandes ça ou est-ce que tu as d'autres solutions C'était clairement pour ne pas trop rentrer sur le sujet des UID. L'idée que je disais, l'UID est un exemple simple. Utilisez ceux qui vont correspondre à votre business. Si techniquement vous avez un truc où votre DB, vous savez que vous n'allez peut-être pas dépasser 50 éléments, mais que vous n'avez pas envie de gérer une séquence, gérer des UID standards, ça marchera. Si vous voulez avoir de la perf et vous êtes à micro-IM d'optimisation, oui, des UID alternatifs pourront faire le taf. Il y a même des UID qui vont permettre l'ordonnancement et les tris beaucoup plus simples. Donc ça pourrait répondre au stockage sur disque pour la récupération plus aisée, mais aussi même pour des requêtes avec des ordonnancements. Donc oui, regardez les UID en point d'entrée, c'est toujours bon. Après, fouillez pour voir ceux qui s'adapteront le mieux à votre besoin. Bonjour, c'est par rapport aux dates et aux timestamps. Ouais. Récemment, il y a je ne sais pas si c'est vraiment récent, mais le type juste date. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de l'utiliser pour stocker juste des dates et pas des temps au passage? Date, je ne saurais pas te dire avec certitude la précision que ça a derrière et les problèmes que ça peut amener. Généralement, j'ai toujours stocké des choses avec des time zones. Parce qu'au final, une date, si on la retombe à minuit d'un côté et en fonction des time zones, ça peut être 1 heure de l'autre. Donc, par certitude et juste parce que les modèles évoluent, au début, on te demande une date et ensuite, on va te demander l'heure. Bref, je stocke avec la time zone en plus. Mais là, je ne peux pas te répondre précisément sur celle-ci, désolé. Merci pour la présentation déjà. Merci. Je bosse pour un client qui a décidé récemment de passer de Oracle à PG. Si vous deviez faire un petit top 3 des raisons de faire une telle migration, vous diriez quoi? La top 3 des DSI, c'est l'argent. Ils n'ont plus à payer les licences. Oracle vers PG. Après, les fonctions aujourd'hui, moi, de l'un à l'autre, j'ai pas de manque entre les éléments. Donc, aujourd'hui, ça marche. Et en plus, il y a plein de distributions qui vont vous permettre d'être compatible PG et de faire des choses beaucoup plus avancées. Je parlais de Yugabyte, de AlloyDB, de Spanner et de plein d'autres choses. Donc, il n'y a pas de limite à ça. S'il n'y a pas d'autres questions, demain, je fais un talk sur comment utiliser tout ce que je vous ai montré pour... Ah, il y a des questions là, il y a des gens qui s'affolent peut-être. Comment utiliser tout ce que je vous ai montré depuis votre code Java proprement avec Juke. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, c'est la suite logique pour un développeur. Maintenant que je vous ai appâté avec les super features, il faut savoir les utiliser. Vous parliez de tout ce qui est performance, mais vous n'avez absolument pas parlé de la partie partitionnement dans Postgre. Est-ce que c'est une bonne pratique de l'utiliser? Est-ce qu'il y a des tips? La Sakila Database est partitionnée par défaut. Je ne vais pas creuser là-dessus parce que ce n'est pas un élément... Oui, en fait, quand tu vas partitionner, tu vas répondre à un besoin et c'est là que j'aime beaucoup cette idée. Ta partition, elle répond à ton besoin business. Ouais. Ta partition, elle va avoir une taille qui va être relative à ton business. Si tu fais de l'analyse par jour, tu vas potentiellement faire du partitionnement à la date en automatique et au final, quand tu vas faire tes inserts, ils vont partir directement dans la sous-table qui va bien, directement dans PG. Donc oui, c'est quelque chose qui, pour moi, a l'avantage d'amener l'idée de le modèle ne doit pas ressembler au monde réel tout le temps. Un bucket, une sous-table de partition à la date, oui, ça répond à un besoin métier d'analyse. Donc oui, c'est quelque chose d'intéressant. Ok, et donc du coup, toutes les features que tu as pu présenter là sont compatibles avec tout ce qui est partitionnement natif de Postgre? Alors, vu que j'en présente beaucoup, je te dirais que oui, je ne vois pas de raison pour certaines de ne pas être compatibles. Les tables sont juste des tables au final. Donc, même si ce sont des sous-tables dans le partitionnement, oui, elles seront compatibles. En tout cas, je ne vois pas de raison qu'elles ne le soient pas. Ok, super. Merci. De rien. Au premier rang. Sans la clim, on lui fait faire du sport en plus. Merci. Prochaine, on la met là. Pour ce talk. Juste une question bête. Il n'y a pas de question bête. Attendez la question. La différence entre les common table et les views, à part le cycle de vie d'une view qui est plus long que la common table, et juste ça. Mais au niveau perf, c'est pareil, quoi. C'est ça.
Les views, en fait, ce que tu vas permettre de faire généralement, c'est que tu vas, ce cycle de vie-là va te permettre potentiellement au niveau de ton code, Java et autres, de te taper directement dessus. Et donc le système va travailler et faire sa vie par rapport à cette view, alors que la Common Table Expression, elle va être potentiellement construite et spécifique avec des critères dans les sous-parties de la première partie au with qui vont potentiellement beaucoup bouger. Donc, tu ne veux peut-être pas avoir une view énorme que tu vas refiltrer 50 fois. Là, ta Common Table Expression, elle va peut-être avoir un where qui va filtrer de manière drastique et donc t'amener moins de data pour la requête suivante. Donc, c'est un cycle de vie différent et peut-être une optimisation aussi. Il y a une question là, en plus, pour de vrai. Merci. Donc, le prochain, c'est en haut à droite. Ouais, en vrai, si vous avez envie d'aller manger, n'hésitez pas. Hein. J'ai une question sur les foreign data wrappers. Yeah. Par exemple, quand tu fais des appels à l'extérieur, ça se passe bien pour gérer les erreurs, les retries, etc. La visualise. Alors, au niveau SQL, encore une fois, tu es du niveau 4, tu t'en fous, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'au pire, c'est comme si ta table, ton fichier file system, avait été pété à ce moment-là. Comment tu le gères au niveau SQL ? Ça n'existe pas. Tu n'as pas un truc dans ton select, catch. Donc, ton foreign data wrapper, tu vas le coder, ou il va être codé, pour gérer ces erreurs, et au pire, échouer et dire que le système n'a pas pu récupérer les informations de la table. Donc, ce n'est pas au niveau du langage, mais c'est au niveau du foreign data wrapper, qui n'est pas spécifique à un langage. D'ailleurs, il y a beaucoup de foreign data wrapper, des boîtes pour les développer en Rust. Donc, vous allez pouvoir développer des choses qui savent en plus gérer bien les erreurs et la mémoire. Allez, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis là encore sur toute la journée pour parler de ça.